Bonsoir tout le monde, on est ravis de vous retrouver parce qu'on n'avait pas fait depuis longtemps de rencontres avec nos auteurs pour tous les livres qui sont sortis pendant le Covid. Donc on espère pouvoir en faire maintenant de nouvelles et de nombreuses. Et donc vous inaugurez ce nouveau cycle ce soir. Claude Campagnol, je vous présente Claude Campagnol qui vient juste d'arriver chez nous. Première fois que vous êtes dans nos locaux en plus. Ouais. Tout à fait. Oui. Et pour un premier livre. Il n'y a que des premières aujourd'hui, hein, c'est des grandes premières. Premier livre qui s'appelle L'Ange de la Falaise, donc qui est sorti il n'y a pas très longtemps en fait. Hein, il y a... Le 20 mai. Oui, le 20 mai. Voilà. Et donc, on va vous rencontrer ce soir. Mais pouvez nous dire quelques mots déjà sur vous? Qui êtes-vous? Est-ce que vous êtes guide? Parce qu'en général, ici, c'est la première question qu'on pose. Donc, je ne fais pas partie de cette grande famille. Ouais. Peut-être que j'aurais pu, mais à un moment, j'avais hésité. Mais, donc, Claude Campagnol, je suis briançonnais. Donc, je suis né à Briançon, dans les Hautes-Alpes, où je suis né. Et j'en suis parti à 18 ans parce que c'est un pays, lorsqu'on veut poursuivre ses études, bien, il faut partir, aller ailleurs. Et puis, pour travailler, c'est le tourisme, l'administration ou le commerce, enfin bref, l'armée aussi, avant que le 15-9 ne parte. Donc je suis briançonnais, donc depuis tout petit j'ai baigné dans l'ambiance de la montagne, sans pratiquer l'escalade, parce que mes parents étaient varois, donc ils avaient... alors si j'ai pratiqué le patin, le ski à l'âge de 4 ans, etc., l'escalade, mes parents craignaient quand même vraiment... c'est dangereux, ouais. Ouais, voilà, c'est dangereux. Ouais. Craignaient, avait une image plutôt négative de cette pratique-là. Hein. Alors, je suis professeur de sociologie en fait dans une école qui forme des ingénieurs en agronomie et en agroalimentaire. Et voilà, j'enseigne donc la sociologie à différents types d'étudiants. Alors certains sont réceptifs, d'autres un peu moins. Alors, ce qui fait qu'il y a l'usage des mots ou l'usage des concepts. Alors vous le voyez peut-être pas, mais dans le livre, je m'appuie un peu sur la philosophie du langage en fait, mais pas une philosophie dite en tant que philosophie, mais c'est comment parce que je connais de la philosophie, et ça m'aide à réfléchir sur les mots. Donc c'est un livre qui se veut pas savant, hein, parce que des fois c'est gonflant. Et j'ai une autre étiquette, c'est que je suis diacre de l'Église catholique. J'ai été ordonné en 2015. Alors, je ne sais pas si vous savez tous ce qu'est un diacre. Non, il faut expliquer ça. Non. Donc, je suis un homme marié qui a 4 enfants. Mais dans l'Église catholique, eh bien, il y a les ordonnés, c'est avec les prêtres et les évêques, mais il y a aussi un type d'ordonné qui est constitué par les diacres. Donc ce sont des hommes mariés que l'on appelle au diaconat. Donc un diacre, il ne peut célébrer que les baptêmes et les mariages, mais puis les enterrements parce que c'est pas un sacrement, mais tous les autres sacrements sont présidés en fait par les prêtres. Et en général, les diacres sont des gens qui sont au travail et qui sont appelés justement pour faire le lien entre le monde et puis l'Église. Bon, on peut avoir l'image que l'on veut de l'Église, et puis des fois elle n'est pas reluisante, et je suis premier à le voir, mais c'est aussi un univers plein de richesses, et en tout cas qui m'est très cher, sinon je ne me serais pas engagé à vie. Hein, voilà, on n'est pas diacre le dimanche, on est diacre à vie. À tel point que si ma femme décède, je ne peux pas me remarier. C'est pour dire que le diacre, il est ordonné dans un état, il reste dans cet état de vie. Voilà, en quelques mots. Et puis il y a une autre passion. Non, mais c'est bien, mais il y a une autre passion aussi qui vous tient, c'est la montagne. Enfin, surtout l'escalade, mais je vais commencer pas par le début. Les récits de montagne m'ont porté. Ce fut un courant d'air vivifiant dans ma vie d'adolescent. Les mots que je lisais disaient l'engagement d'être exceptionnel qui se donnait tout entier dans un corps à corps avec la montagne. Les étoiles et le vent glacé les enveloppant étaient à une toute autre échelle ceux que je goûtais dans ma vie ordinaire en montagne. Ces récits exaltaient la grandeur et l'immensité de ces terres sans hommes et des hommes qui osaient s'en approcher.
Il marquait l'engagement d'alpinistes rudes confrontés aux situations les plus extrêmes. Ces récits étaient souvent dramatiques. Leur intensité était profondément liée aux situations périlleuses, voire catastrophiques, dont l'auteur arrivait à s'extirper. Ces récits subjuguent et anesthésient la réflexion. Ils héroïsent des individus à coups de hache narrative sabrant le tumulte des sentiments et de la pensée, la douceur ou la bêtise de certains comportements. La mort des autres élève ceux qui en réchappent au rang de personnes exceptionnelles. Cette mort n'est dite que pour révéler le but qui la transcende, atteindre un sommet, ouvrir un itinéraire, faire ce qui n'a jamais été fait. Elle n'a pas d'autre réalité. Il y a peu d'empathie dans ces récits envers les personnes dont la vie bascule ou les familles dépouillées de l'être aimé. Tout cela est hors champ, pour après, pour ailleurs. L'autre, embarqué dans la mort, est narrativement tenu à distance. Rien n'est dit de la souffrance qu'il vit. Et pourtant, ces récits disent aussi autre chose, une manière d'être au monde. Pour les plus poétiques, ils tentent d'exprimer comment cet espace de la montagne entre en résonance avec l'énergie vitale de celui qui s'y confronte, émerveillement de ces structures et forces massives de la nature qui ne font de l'homme qu'une entité de vie en transit. Roc et glace, soleil et tempête, l'homme entre dans une lutte et une contemplation active. L'une ne va pas sans l'autre. L'une génère l'autre et l'alimente de sa propre inertie. L'homme bouge, passe sur le rocher, la neige et la glace. Il caresse les surfaces de ses mains et de ses pieds, goûte leurs saveurs et leurs odeurs. Il plie sous le soleil écrasant, se déchire sur le rocher rugueux, se contorsionne au gré des formes du minéral. Il engage son être tout entier dans l'effort, se pose des questions, rencontre des problèmes et les résout pas à pas en avançant. Il est saisi par la beauté grandiose des éléments et par leur puissance gigantesque. Il connaît la joie profonde, le sentiment de l'achever, le doute, l'inquiétude et parfois l'effroi. Il s'extrait de lui-même pour s'accrocher aux éléments et savoure le sens du passage. Il devient pèlerin. Il n'est pas d'ici, il passe et se laisse modeler. Donc, merci pour la lecture. Vous avez toujours un bon rôle. Merci aussi parce que vous parlez quand même beaucoup de nos livres, des récits de montagne. Donc en fait, c'est pour vous, ça a été. Vous avez commencé par les récits de montagne avant de faire de la montagne ? Oui. Comme je le disais, la montagne que je connaissais n'était pas la haute montagne. Ouais. Était la montagne ou la montagne à vache, oui, c'est ça, où on peut aller à ski, où on peut aller à pied. Et puis, voilà, les récits de maison, ce sont ces livres, 348 heures, les Grandes Joras, etc. Donc, c'est des livres qui m'ont fasciné pour voilà, ce que ça montrait de puissance. Je pense. De puissance et de résistance de l'humain dans ce milieu-là. Et donc, ça crée une vraie fascination, une vraie envie. Et vous l'avez compris, du coup, en pratiquant ? Oui, j'ai essayé de le vivre, en tout cas à mon échelle. Bon, je ne suis pas un grand alpiniste, mais par contre, c'est des choses que j'ai beaucoup pratiqué l'escalade, et puis l'escalade donc dans les Cerces, en Val-Louise, etc., en fait, dans l'Oisan. Et c'est des choses, oui, vraiment que j'ai perçues à travers. Vous avez éprouvé, quoi, en fait. Ouais. Mais il y a l'écrit aussi. L'écrit est une nourriture, et toute nourriture ne me convient pas. Combien de textes ai-je trouvé ennuyeux, pompeux ou superficiels ? Combien fut pénible cette lecture d'auteur romantique à laquelle je me suis forcée ? Je n'avais que faire des histoires de ces oisifs perdus dans les affres sans fin de leurs loisirs sentimentaux. Certains écrits m'ont accroché par leur tendresse, leur poésie ou leur humour, par leur capacité à mettre des mots sur ce que je vivais ou ressentais, ou tout simplement parce qu'ils me permettaient de découvrir d'autres horizons, d'être pris dans un souffle. Les mots de Giono, Saint-Exupéry et Éluard furent ainsi les cailloux blancs du petit Pousset que je fus. L'écriture posée est une nourriture. M'arrêter pour me confronter à ce flux tourbillonnant qui m'habite, déposer les mots pour les voir vivre et respirer, retrouver par sa description le bout du chemin parcouru, me perdre dans la besogne de cette description,
découvrir le paysage qui se dévoile par ses touches pointillistes, me retrouver mieux, différemment dans ce paysage imprévu, mais pourtant là, l'écriture est un chemin, qui dit est un cheminement. Tout avait pourtant bien commencé par une fin de journée d'été radieuse, où la chaleur alourdissait encore le moindre pas. La lumière était vive, éblouissante, et ne permettait guère de s'aventurer dans la garrigue. J'avais attendu que l'après-midi soit suffisamment avancé avant de partir. À quoi bon se presser pour laisser passer le feu du jour à l'abri d'un buisson, comme nous l'avions fait une fois avec Pipo au pied de la candelle dans les Calanques. Je chargeais mon sac sur les épaules et montais en haut du pic de la galère, un nom prédestiné. Donc, d'abord, vous passez par l'écriture. Oui. Parce que, enfin, ouais, voilà, pour revivre quelque chose ou... Oui, c'est... Alors, il y a... Alors, le texte, je ne sais pas si c'est un texte classique par rapport à d'autres récits, mais... Pas vraiment. Hein. Mais c'est vrai qu'il est... les chapitres, bon, globalement, ils sont intercalés, c'est-à-dire il y a des ou en tout cas à l'intérieur d'un chapitre, où il y a vraiment le récit de ce qui est arrivé, d'un fait improbable et qui est survenu, et puis des moments plus réflexifs, mais qui sont bien liés à ce moment-là. Et donc là, ce que vous avez lu, en plus, c'est une espèce de réflexion, de phase réflexive sur ce qui se passe dans l'écriture. Et puis, voilà, alors je sais pas où c'est, ça doit être le tiers, hein, voilà, on est à page 32. Et là, je commence à dire finalement ce qui s'est passé, en fait, voilà, dans ce qui s'est produit dans la chute que je vais vivre. Non, parce qu'en fait, vous commencez pas par ça, vous commencez par autre chose. Suis-je mort ? C'est la question que j'aurais pu me poser en sortant d'un sommeil abyssal au pied de la paroi. Je m'extirpe d'une profonde torpeur et regarde le monde. Pas le paysage, cette chose instituée pour être la proie du regard. Je regarde le monde. Et le monde est beau. Je suis en pleine nature, je suis la nature. Le monde me regarde et je regarde le monde. Sans heurte, nous sommes l'un dans l'autre. Je ne sais pas encore que je souffre. La température est agréable et la lumière est douce. Le soleil couchant illumine de l'autre côté du large du vallon le haut d'une barre rocheuse. De feu, elle s'impose dans toute sa présence. Je suis saisie par la beauté du lieu. Tout est paisible. Mais où suis-je ? De quel lieu s'agit-il ? Je suis bien dans le monde qui est le mien, mais perdu. Je le connais, ce monde, sans pourtant le reconnaître. Je me suis réveillée dans un état de stupéfaction que j'ai du mal à quitter. Je suis plongée dans le fait de ce paysage qui se présente à moi, que je connais, mais dont en même temps j'ignore l'origine. Je ne sais pas comment il est arrivé là, devant moi, à s'exposer ainsi. Je mets un moment à prendre conscience que je suis un être regardant, attentif à ce qui l'entoure. Je ne comprends pas ce que je fais là, et quel linéament temporel m'a conduit sur cette pente caillouteuse, recouverte partiellement à cet endroit d'une maigre végétation. Je recherche en vain un dernier souvenir auquel m'accrocher. Je cherche le fil d'une histoire, je suis bien moi et je connais ce lieu. Tout est comme avant, mais quelque chose est profondément différent. Cette énigme est si profonde qu'elle accapare complètement mon esprit, laissant peu de place à l'angoisse. Donc voilà. Il y a quelque chose qui vous est arrivé et qui a complètement changé votre vie. Oui, exactement. Donc votre regard sur le monde, enfin tout. Donc là, c'est vraiment l'épisode de... C'est une espèce de fracture, en fait, que j'essaie de dire entre le moment où je chute, donc voilà, et enfin là, ce qui sera dit plus loin, hein. Et puis ce réveil qui est absolument pas un réveil douloureux ou violent, etc. C'est très surprenant, hein. C'est-à-dire, il y avait 50 mètres de chute, de se réveiller et puis, et malgré les blessures que j'avais, de se sentir bien. Et en même temps, je me sentais bien corporellement et puis mon esprit a vécu une espèce de vrille très, très forte. Quand il nous manque un morceau d'histoire, en fait, c'est très très déstabilisant. Ouais. C'est-à-dire que ce
qui arrive aux personnes qui sont dans le coma. D'ailleurs, je ne sais même pas combien de temps je suis resté inconscient au bas de la falaise, mais on a dans l'esprit des choses qui se sont passées, et puis il y a autre chose, et on doit faire un immense travail en fait pour relier les deux. Pour comprendre. Dans un souvenir limite, à un point tel que je me demande si je n'ai pas rêvé cet événement, je me vois partir dans le vide, je vois la paroi s'éloigner de moi, comme si, me plantant en beau milieu de nulle part, elle décidait de s'en aller de son côté, de rompre le contrat qui nous engageait mutuellement. Une trappe s'ouvre sous mes pieds, la paroi me laisse là, sans attache, seule, dans le vide. Je ne comprends pas cet éloignement, j'en suis interloquée, je me vois saisie non pas par un effroi sans nom, mais par une immense surprise. Le souvenir qu'il me reste de ce basculement dans le vide est donc cette surprise, si pleine, si envahissante, si compacte, qu'elle ne laisse la place à rien d'autre. Je ne suis plus qu'une interrogation, je ne comprends pas, je suis aspirée par le néant. J'étais là au milieu de la paroi, à plusieurs dizaines de mètres du sol, j'ai chuté, et je suis en vie. Je dois me répéter plusieurs fois la phrase pour donner du corps à cette réalité impossible. Pourtant, cette énonciation est celle qui accorde le mieux tous les indices accumulés sur ma situation. J'étais dans la paroi, j'ai chuté et je suis en vie. Il me faut accepter cette double réalité de la chute et de la vie encore là. Tant que mon esprit erre entre questions et hypothèses, je suis incapable de bouger, de saisir que je suis en danger. Voilà, donc c'est ce moment de torsion. Mais oui, c'est ça, il y a une distorsion totale, quoi. Mais en plus, c'est une incompréhension d'être en vie, quoi. C'est fou, ça. Oui, parce que le dernier souvenir que j'ai, c'est effectivement, je suis à 50 mètres de hauteur, ce que je... Et tout seul. Tout seul, oui, une précision. En train d'équiper une paroi. Alors, comme j'arrivais pas à rappeler le rappel, je remontais le rappel avec... Donc voilà, pour voir comment j'allais l'équiper plus tard en redescendant. Et puis j'avais mis un mécanisme d'auto-assurance et qui n'a pas bien fonctionné, ou c'est plutôt moi qui l'avais mal placé. Et donc voilà, entre le fait de monter, d'escalader, puis de me mettre assis dans le baudrier pour me reposer, et puis de me retrouver là, c'est très... Il y a un gap, quoi. Oui, il y a un gap. Un énorme. Et je vais vous avouer que il existe toujours ce gap. Ouais. C'est-à-dire, vous allez trouver ça forfelu, mais je me dis, est-ce qu'il y a des moments, il y a des bifurcations comme ça dans la vie? Alors c'est des espèces de quand on ne trouve pas d'explication, mais se dire, mais je suis vraiment en vie, c'est-à-dire qu'il y a celui qui est revenu à la vie, c'est bien moi. Enfin, c'est des espèces, c'est des interrogations. C'est bien le bon moment. Exactement, oui, c'est très surprenant. Parce que vous avez quand même une chute de 50 mètres, quoi. Absolument, oui. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte, 50 mètres, ce que ça fait, mais... C'est très haut. C'est délirant, en fait. Oui, oui. Je comprends qu'il y a une stupéfaction totale, une sidération, enfin... Ça fait combien d'étages en immeuble? C'est un immeuble, hein? Un immeuble, ça doit faire, je sais pas, on doit... piscine olympique à la verticale. Ouais. Oui, c'est ça. Je pense qu'on doit compter 4 mètres par étage, donc... Oui, ça fait 10-12 étages. Bon, avec un arbre quand même, un chêne qui a eu la générosité de me freiner au passage. Oui, il y a un arbre, ouais. Enfin bon, un arbre... bon. J'y tiens à cet arbre. Je comprends que vous êtes symboliquement, je crois. Oui. Bon, et après cette stupéfaction, quand même, il faut quand même bouger. Ouais. Parce que vous êtes seul, il n'y a personne pour alerter les secours ou quoi que ce soit. Et le départ est un combat. Je m'arrache du sol caillouteux et redresse le buste pour m'asseoir. Je ne sais pas par quel miracle ce mouvement de renaissance est accompli. L'association de sol et de chair se rompt. Dans ce mouvement, je laisse une part de moi-même dans le fatras des cailloux et garde en mon corps leurs marques et leurs déchirures. Quelle est cette barre d'acier invisible qui me traverse le côté gauche du thorax? Je n'ai plus de souffle, je ne peux plus que haleter, courbé en deux. Je tiens mon bras gauche replié contre mon corps, sous les côtes. C'est le moins douloureux. Je suis abîmée, mais je peux me mouvoir. Assis, les jambes dans la pente, je vois mes tibias rouges sang. Je remarque amusé que l'entonnoir de la tige de mes chaussons a consciencieusement collecté ce sang qui s'est écoulé le long de mes jambes. Détail insignifiant qui occupe toutefois une attention avide de structurer ce nouveau monde. Assis, il me faut ensuite un moment pour me remettre debout.
J'ai l'impression de réapprendre la marche comme un tout petit. Se dresser, trouver et tenir son équilibre, oser lever la jambe pour perdre cet équilibre et le retrouver à nouveau de manière transitoire. Mais là, personne pour m'encourager, si ce n'est cette voix intérieure qui s'émerveille de chaque étape accomplie. Cette voix est une rencontre. Il y a une renaissance incroyable là-dedans. Ouais, absolument. Tout est nouveau. Tout est nouveau, mais c'est étrange parce que c'est ce qu'on peut vivre dans certaines situations. C'est une forme d'abandon. On peut plus, soi-même, on se dit qu'on va faire tout ce qu'il est possible de faire, mais qu'en même temps, ça dépend plus vraiment de nous-mêmes, d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'il y a, comment dire, je parle de cette voix parce que bon, après, on est croyant ou pas, je dis pas. Vous étiez déjà croyant avant le. Oui. Je suis pas illuminé, je me dis pas, tiens, il y a qui me chuchotent. Voilà, mais il y a. C'est peu de votre conscience. Oui, c'est ça, il y a vraiment une espèce d'accompagnement qui se fait. Et est-ce que c'est un dédoublement, etc. Mais entre soi qui travaille, qui œuvre pour sortir de là, et puis une espèce de distanciation, bien de. Voilà, quelqu'un, une entité, soit, ou, bref, qui est là pour encourager. Et effectivement, se remettre à marcher dans ce cas-là, c'est une espèce d'émergence de naissance, avec tout le doute de vers où ça va. Hein. C'est-à-dire quand je commence à démarrer, j'essaie de me mettre debout, en sachant que la voiture est tout en bas du volant. Il y a un petit itinéraire à suivre. Et cette voix, c'est drôle parce que dans Les Hallucinés, je ne sais pas si vous l'avez lu, ils en parlent beaucoup. Alors beaucoup d'alpinistes disent, quand ils arrivent au-dessus de la zone de la mort, à 8000 mètres, parce que bon, ils n'ont pas vécu un accident comme vous, mais ils sont quand même dans un état second. L'hypoxie, puis manque d'eau. Et en fait, ils entendent cette voix qu'ils qualifient d'ange gardien souvent, mais après, est-ce que c'est leur propre conscience ou maléfique? Il y en a par contre qui leur dit vas-y, saute, allez, dors, c'est bon, tu peux t'en. Mais il y en a qui sont. J'ai beaucoup aimé ce livre, Les Illuminés, parce que ça parle de situations. Les Hallucinés. Les Hallucinés, oui. Les Illuminés, c'est un film, hein, attention. c'est pas la même chose. Non. Ouais, c'est vrai que ça m'a fait penser aussi à ça. Ouais. Bon, alors du coup, après, vous racontez un peu, mais à chaque fois, toujours émaillé de réflexion, votre long cheminement jusqu'au secours, quoi, Mais surtout, ce qui vous intéresse, c'est de voir comment vous fonctionnez. Exactement, oui. Et là, là, vous êtes en train de chercher la voiture. Enfin, tout est compliqué. Hein. De toute façon, ça prend du temps. Mais mon esprit s'agrippe aux mots du Notre Père, comme à des prises salvatrices dans une paroi verticale et lisse. Il en fait son moteur. Je laisse ces mots prendre leur ronronnement et diffuser leur paix dans mon être tout entier. C'est la prière des prières, la première que j'ai apprise enfant. C'est la prière du fond de mon humanité. Ces mots font de ce parcours un abandon. Je ne peux plus grand-chose pour moi-même. Je ne peux qu'avancer tant que cela m'est possible. Le reste ne m'appartient plus. Je me concentre sur ces mots, les dis mentalement, mon souffle étant incapable de les porter. Absorbé par l'effort, j'en perds souvent le fil et les reprends du début tel un tourne-disque dont le bras suivrait les sillons rayés d'un vieux disque vinyle. Je ne sais pas comment je tiens, je ne sais pas si je vais encore tenir longtemps. Je ne sais pas comment s'écoule le temps. L'accordéon désaccordé de mon corps, dans un équilibre précaire, passe sur le chemin. La falaise m'a rejeté, je m'en vais sur la pointe des pieds, je mets toute l'énergie qu'il me reste dans cette longue pérégrination. Voilà, donc c'est l'espèce d'abandon dont je parlais précédemment. Alors, et puis, en fait, c'est étrange d'écrire un livre comme ça parce que c'est étrange. Je l'ai fait tout à fait honnêtement, parce qu'au départ, je ne l'ai pas fait pour qu'il soit publié. J'avais commencé en 2007 à écrire quelques feuilles comme ça. À une période... Parce que c'était il y a combien de temps, quand même, rappelez-le ça? Ça va faire 30 ans précisément, en début septembre. Donc, Donc en fait, ça vous habite toujours autant et c'est toujours aussi vivace et... Alors
Non, ça s'est transformé. Et le fait de l'écrire, ça l'a transformé. C'est une vraie forme de dépôt. Ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est amusant quand je relis ce que j'ai écrit. Je me dis, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai, voilà, ça permet vraiment de poser les choses. Et c'est bon, les gens qui subissent des traumatismes, en général, le fait de coucher les choses par écrit, ça permet de les objectiver, de pouvoir les tenir et de ne plus en faire des choses envahissantes. Et alors je ne dirais pas que c'est une libération, mais c'est une forme de repos, oui. Bah oui. Je dirais plutôt comme ça. Ouais, oui. Enfin, vous avez quand même cherché à comprendre ce qui s'était passé. Ah oui. Ce sont des compagnons d'escalade, Joël et Jean-Jacques, qui allèrent le lendemain de l'accident récupérer le matériel laissé sur le site, cordes et sac à dos, qui informèrent Isabelle que la corde était restée en place. Les ancrages du rappel n'avaient donc pas cédé. Le problème n'était pas venu de là. Ils constatèrent que mon dispositif d'auto-assurance était lui aussi toujours sur la corde. Pas plus que l'ancrage du rappel, il n'avait faibli. Mais ce qui les effraya et me plongea moi dans un profond état de stupéfaction, c'est que ce dispositif se trouvait sur la corde à peu près au milieu de la face. J'avais donc ainsi monté d'une 30aine de mètres le long de mon fil d'araignée avant de prendre mon envol. Comme mon rappel se finissait à une 20aine de mètres du sol, j'avais donc fait une chute d'environ 50 mètres. Ces informations eurent sur moi un effet profondément dévastateur. Il me fallut tout d'abord reconnaître que mon dispositif d'auto-assurance ne m'avait servi à rien. Il aurait dû me retenir et j'étais tombée. J'avais donc commis une erreur. Ce n'étaient pas les éléments matériels qui m'avaient lâché, mais c'était bien moi qui m'étais involontairement lâché tout seul. Mais comment ? Par manque d'attention ? Alors, c'est vrai que dans ce livre, c'est l'histoire d'un loser en fait. Si vous êtes un peu attentif, c'est pas celui qui franchit, qui fait une belle voie, qui arrive à un beau sommet. Non, c'est un mec qui se plante quoi. Donc c'est l'histoire d'une chute. c'est l'histoire d'un gros plantage. Voilà, pour son amour propre, dire qu'on a fait une grosse erreur qui a failli être fatale, ouais. Ça a toujours un petit coup. Mais c'est exactement ça, c'est-à-dire que en fait, j'avais pas prévu de remonter le long de la corde. Et donc j'avais plein de matériel autour de moi, mais c'était plutôt pour descendre et puis mettre des relais, mais pas forcément pour remonter. Et je pense qu'au moment où j'ai remis mon matériel d'auto-assurance, soit j'avais mis 2 mousquetons inversés, soit ils se sont ouverts, ce qui est fort peu probable, en mettant 2. Je pense que le plus raisonnable, c'est de penser que je n'ai pas remis la cordelette en fait dans les 2 mousquetons. Donc je suis remonté comme ça 30 mètres en grimpant en solo. Et si je n'avais pas été fatigué, et puis si je ne m'étais pas... Et puis une envie de se reposer dans le baudrier. C'est ça. Et qui fait que... C'est pas que je suis tombé, c'est que je me suis dit tiens, je vais me reposer dans le baudrier pour continuer. Ouais. Et c'est là où il y a la stupéfaction et l'effet de sidération. Ouais. Ouais. Il a pour toi donné ordre à ses anges de te garder en toutes tes voies. Eux sur leurs mains te porteront afin qu'à la pierre ton pied ne heurte. Ces mots du psaume 90 que j'ai appris à chanter résonnent maintenant à mon oreille de manière étrange. Mon pied a heurté la pierre, j'ai chuté et j'ai été porté vivant au sol. Bien sûr, le dire ainsi est complètement aberrant. Qu'est-ce qui ferait que certains chutants soient portés et d'autres pas ? Quelle différence scandaleuse entre les hommes ! Si c'est à la valeur du bonhomme, je comprends encore moins. Honnêtement, je ne vois pas. Je refuse vigoureusement cette lecture mystique des choses profondément déstabilisantes. Mais je ne peux m'affranchir d'une lecture spirituelle. Il me faut reconnaître que j'aurais dû être mort et que je suis vivant. D'où vient cette accumulation de faits improbables qui ne m'a pas retranché le souffle de mon corps ? Est-ce un simple alignement d'éléments du hasard ? Et même s'il s'agit d'un tel alignement, pourquoi en ai-je bénéficié ? Je suis confrontée à la question de ma non-mort face à cette probabilité si massive de perdre la vie dans une telle situation. Suis-je heureux d'être en vie ? Bien évidemment. Cette vie que j'ai reçue est restée en moi, le fil n'en a pas été coupé.
Je n'ai pas laissé Isabelle et Luce seuls, je n'ai pas abandonné mes parents et le reste de ma famille, les broyant dans une douleur sans nom. Des anges m'ont-ils gardé dans ma chute? La question peut bien sûr paraître ridicule, même pour un croyant. Qu'est-ce qui ferait que Dieu intervienne dans le pataquès dans lequel je me serais volontairement mis? Alors là, c'est le nœud de l'interrogation spirituelle. Et je n'essaie pas d'être généralisé ou de faire la morale en quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Hein. Je dis les questions que ça m'a posées. Et des questions que d'ailleurs je ne suis pas sûr d'apporter une quelconque réponse dans ce passage-là, mais je sais dire comment ça m'a travaillé. Et là j'évoque Luce parce que Luce, donc c'était notre fille qui avait 2 mois. Donc ce qui fait que le loser, non seulement il était loser, en plus il avait une petite fille qui venait juste de naître. C'était notre première, oui. Des fois ça aide aussi à tenir, ouais. À tenir, ouais. Ouais, absolument. Ouais. À pas se dire finalement. Non. Je fais partie du monde et je me dissous. Non. Ouais, ça a été un fort moteur, ouais. Absolument. Et donc du coup, oui. C'est rigolo que vous disiez ça parce que c'est. C'est quoi? On m'avait pas dit ce que vous diriez. Non. Mais non, parce que c'est pour le coup c'est c'est une interrogation profondément. On sent que c'est quand même ce qui fait. Pour moi, c'est ce qui fait le livre. Oui, ce qui fait le livre, ce qui fait le titre. Bah oui. Ce psaume 90, il est vraiment étrange et voilà. Là, vous y avez pensé forcément, ouais. Oui. Ouais. Alors, j'ai pensé après coup. C'est pas sur le coup même, mais voilà Dieu étant attentif et faisant que l'ange prête garde à ce que le pied ne heurte pas la pierre. Voilà, c'est des versets qui sont touchants. Et puis en plus, ça prend sens en fait. Ouais, voilà. Le psaume 90 est un psaume magnifique pour ceux qui ne connaissent pas. C'est vraiment un très très beau psaume. Bon, moi, je vais pas vous lire tout le livre non plus, parce qu'il est vraiment, il faut le lire, il est vraiment magnifique. Il n'est pas très gros. Hein. Non, il n'est pas très gros, mais il est dense. Oui. Il y en a envie de le lire plusieurs fois. C'est ce que m'ont dit des amis, effectivement. Qui l'avaient lu, mais qu'ils allaient le relire. De le relire. Bon, parce qu'au début, c'est vrai qu'on est captivé par votre aventure, quoi. Qu'est-ce qui se passe, comment il s'en sort. Il s'en sort. Bon, vous pouvez le dire d'ailleurs ce que vous avez eu quand même. Ah oui, comme parce que tout le monde se pose la question, il n'a rien eu, il est arrivé comme une plume par terre. J'ai eu un trauma crânien puisque j'étais je suis resté inconscient pendant un certain moment, mais pas de fracture au crâne. Hein. Ouais. Et j'ai eu l'omoplate cassée, des côtes cassées, pneumothorax, ce qui fait que le poumon était remonté et puis il y avait du sang dans la plèvre et de l'air et du sang. Et voilà. Donc vous êtes arrivé tout seul Je suis arrivé à la voiture. J'avais 2 clés dans mon short. La clé de la maison était à l'équerre et la clé de la voiture était droite. Quelle chance. Ça aussi, c'est. C'est vrai donc, que l'inverse. Comme il n'y avait plus de voiture qui descendait du col du Spigoulier, je me suis dit je vais descendre en première. Et comme ça, si jamais je tombe dans les pommes, parce que je ne savais pas du tout si simplement je tiendrais. Hein. Sans lunettes, sans rien. Ah oui, donc je suis bigleux, j'avais plus de lunettes, enfin bref, c'était. Mais je pouvais pas rester là du tout à attendre. Hein. Bah non, et donc je suis descendu et puis j'ai dû faire 7-8 km comme ça jusqu'au village à Jadnos et puis je suis allé devant la maison où Isabelle mangeait avec des amis. Et c'était la pleine nuit, donc je sais pas, il devait être 9h, 9h30, 10h, je sais pas. Puis là j'ai klaxonné et c'est eux qui m'ont emmené à l'hôpital. Donc à Aubagne, et Aubagne m'a transféré en clinique de polytraumatisés à Marseille. Où j'ai passé 15 jours en soins intensifs. Déjà en réanimation parce qu'ils voulaient me suivre, c'était un peu bizarre ce qui m'était arrivé. Ouais. Où là, l'urgentiste m'a dit que j'avais le cul bordé de nouilles. Sans savoir la chute que vous aviez fait en plus. Oh, je lui ai dit, je savais pas que c'était 50 mètres, j'ai dit que j'étais tombé de haut, sans aucun doute. Et il m'a dit, oui, vous avez le cul bordé de nouilles. Voilà. Et j'ai dit oui, sans aucun doute. Et puis j'étais en réanimation de nuit, puis après ils m'ont mis en soins intensifs.
Et puis il n'y a pas trop de séquelles? Ah non, non, alors j'ai mis... C'était l'époque du... Alors, c'était en quelle année? En 90, 91, oui, 91, puisque ça va faire 30 ans. Ouais. Et ils étaient encore très, très méfiants par rapport aux contaminations par le sida. Ah ouais. Et du coup, j'ai pas été transfusé, donc le litre que j'ai perdu, il m'a pas été remis. Et donc, voilà, il a fallu que je reconstitue. Et j'ai eu, vraiment pour me remettre, j'ai mis 6 mois à me remettre. Complètement, ça a dû mettre 1 année, mais au bout de 6 mois, oui, ça allait bien. Et vous êtes remis à la montagne, à l'escalade? Ah, très rapidement, oui. C'est comme quand on tombe de vélo, je me suis dit, soit tu t'y remets et puis tu affrontes ta peur, ou soit tu fais autre chose, quoi. Ouais. Et comme j'aimais ça, j'ai demandé à un ami de m'amener, et puis je sais plus si c'est peut-être un mois et demi après être tombé, 2 mois, il m'a ramené dans un truc très, très facile, hein. Mais pour pouvoir refaire des mouvements, voir si ça passait, et puis voilà, donc j'ai pas été pris par la peur. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah oui, ça m'intéresse. Ouais. Est-ce que certains d'entre vous l'ont lu? Oui. Oui? Pas encore. Moi j'en ai eu la moitié, parce que je l'ai acheté, je suis venue dimanche, et alors c'est franchement, quand vous avez dit, c'est vrai qu'il faut plusieurs temps pour le lire, parce que moi c'est vrai qu'il y a eu un moment, j'ai eu besoin de savoir ce qui m'est arrivé, donc j'en suis qu'à la moitié. Mais parce qu'on avait, comme si on avait aussi cette urgence, presque de l'urgence-tis, de pouvoir vous rétablir. Ouais. Et puis après, il y a une phrase qui m'a arrêtée. Alors je me dis, voilà, mais certainement il faut le lire à différents moments et tout, je vais le lire. Oui. Et qui m'a arrêté en fait. Elle vous a arrêté comment? Dans quel sens? Réfléchir, quoi. Oui. Elle m'a dit, peut-être que je vais trop vite. Parce que d'abord, c'est vrai que vous avez commencé par ça, vous avez dit, vous allez dans un monde qui est inhabité, la montagne. Et c'est vrai, finalement, c'est des lieux de passage, parce que les se passent, mais personne ne reste, personne n'habite, donc voilà, et vous parlez beaucoup des mots et du Oui, absolument. Et là, il y a cette phrase, c'est que je fais en plus, les mots dans leur forme disparaissent et laissent place à une profonde respiration. Oui. Il ne peut être saisi qu'avec le souffle, parce qu'il dit le souffle de Dieu dans le monde. Alors c'est l'évangile de Saint Jean. Oui. Et c'est vrai que dans les 4 évangiles, là je suis diacre. Donc en tant que diacre, je fais des homélies aussi. Oui. Donc voilà, effectivement au début, il y a les mots du prologue de Saint Jean qui est un prologue qui est fantastique. Même si on n'est pas croyant, il y a une profonde poésie. Il y a dans des textes, des vieux textes, même sans être croyant, on peut être très, très touché. Et l'évangile de Saint Jean, c'est un évangile qui est bizarre, qui est pas du tout explicatif, mais qui est souvent qui est circulaire, qui est elliptique dans le sens d'une ellipse. Et finalement, on comprend en lisant et en étant. Il est souffle et en même temps, en lisant, on est soi-même souffle. Donc c'est bizarre. Et c'est un évangile pour lequel j'ai beaucoup d'affection pour le coup. C'est vrai que les homélies prennent leur force quand elles s'incarnent. Absolument. Et là, pour le coup, ça s'incarne dans votre histoire. Oui, absolument, c'est ça. C'est absolument ça. Et puis là-dessus, c'est comment ce texte, ce passage de Saint Jean me parle, et puis comment moi qui ai vécu en montagne, ça se traduit dans la montagne quand je compare ça avec le torrent. Moi j'ai des images en tête. On ne vit pas 18 ans un beau pays comme le Briançonnais, moins beau que Chamonix sans aucun doute, mais ça en être profondément marqué. Hein. Les mots pour vous sont extrêmement importants. Absolument. À la fin, j'ai lu à la fin que vous dédicaciez le livre aux parents. Oui. Vous avez appris à lire et à écrire. Oui. Ça fait une boucle en fait. Alors, pour tout vous avouer, petit j'étais dyslexique. J'ai pas eu un apprentissage facile de l'orthographe, etc. Et quand je dis les mots sont un combat, à un moment, c'est vrai, hein, ils ont été un combat. Et en plus, quand je suis fatigué, c'est le genre de terreur que je peux refaire, qui est voilà, il y a des gens qui sont très doués naturellement. Je ne suis pas doué naturellement, c'est un travail. Et en plus, il y a
les mots, ils peuvent tellement transformer les gens. Quand ils disent la réalité, elle peut se dire de tellement de façons différentes. Et si vous ne me le demandez pas, mais je vais vous le dire. Je vais vous répondre à la question que vous n'avez pas posée. Mais le dernier chapitre, qui doit être le 20, je crois, sur l'œuvre de la vie, en fait, c'est ça. C'est comment, avec les mots, on peut décrire une vie qui est une vie merdique, pour parler de manière un peu triviale, ou au contraire, pour en faire une vie qui est une vie rayonnante. C'est-à-dire, sa vie à soi, on peut la lire de deux manières. Et c'est un effort de lecture que l'on peut faire. C'est pas que la vie est merdique en soi, c'est pas que la vie est belle en soi, mais c'est quel regard soi-même on porte sur la vie. Et ça passe sur notre capacité à utiliser des mots, à dire les choses, à dire ce que l'on a en soi. Voilà. Et c'est pour ça que les mots sont importants. Parce qu'ils sont capables de faire du beau ou du pas beau, ou du lait. Voilà. Et alors, bon, je ne sais pas si vous avez l'occasion de le lire, mais je sais pas comment vous l'avez, vous qui l'avez lu complètement. Le dernier chapitre, vous l'avez lu comment? Je l'ai lu plus comme une ode à la vie, quoi. Oui, exactement. Ouais. Ouais, et puis un apaisement aussi, parce que c'est quand même, pendant tout le livre, il y a quand même une remise en question permanente, quoi, de la vie, justement. Absolument, et puis de la vie et de ce qu'elle représente. Et vous vous accrochez aux mots pour survivre. Absolument. Parce que c'est ce qui vous rend humain, quoi, justement. C'est exactement ça. Humain en étant celui qui a fait une erreur, celui qui a une petite fille qui au moment qui est à l'hôpital, il ne sait pas ce que ça va devenir, et puis je m'empêche de penser à elle. C'est-à-dire de vous attendrir aussi sur. Pardon. De vous empêcher de vous attendrir. Absolument, parce que s'attendrir en fait c'est ouvrir les vannes, les digues, et puis c'est l'effondrement, et à un moment de lutte, l'attendrissement il est tout simplement pas possible. Et c'est vrai que du coup, le dernier chapitre est une ode à la vie, un apaisement. Je peux vous poser une... Bien sûr, vous êtes là pour ça. Non, parce qu'il y a des choses qui reviennent. Je dis là, j'en suis juste à la moitié. Du coup, je l'ai repris un petit peu. Et il y a trois choses qui reviennent quand même souvent. C'est les mots, les souffles et la parole. Absolument, oui. Qui sont quand même des choses un peu différentes. Tout à fait. Et voilà, comment vous pouvez nous... Alors parce que la différence entre les mots, le souffle et la parole, c'est que la parole, ce sont les mots vivants. C'est les mots mis en action, c'est les mots avec une force de transformation, une force performative, c'est-à-dire ils sont capables de changer. Alors justement, une bénédiction ou une malédiction, c'est dire du mal ou dire du bien. Et quelqu'un qui fait une bénédiction, dans le domaine religieux on le voit, c'est quelqu'un qui dit du bien. Et dire du bien de quelqu'un ou de quelque chose, c'est transformer ce quelqu'un ou ce quelque chose. Ça a une force performative, ça agit. Et donc, la parole, ce sont bien les... La parole, elle est unie, je n'avais pas du tout pensé, mais c'est intéressant comme question, parce que la parole, elle unit le souffle et les mots. Les souffles, c'est bien cette respiration, c'est la vie qu'on a en soi, etc., mais voilà, qui est indéfinie, c'est le monde, mais relativement indéfini. Les mots, c'est des choses définies, mais qui peuvent rester en dehors de la vie, qui peuvent être, comme je dis au début... ce que je dis quand je dis que les bibliothèques m'effraient, mais c'est un vrai sentiment que j'ai ressenti en étant en plus enseignant-chercheur. Il y a des fois quand je vois les bibliothèques, mais je suis déprimé, je me suis dit, je peux pas lire tout ça. Et je m'y suis fait après, je me suis dit, non, mais il suffit que tu lises l'essentiel pour ce que tu fais, et puis ça ira. Mais voilà, ça peut être mort, alors que la parole, c'est vraiment le souffle et les souffles et les mots et la vie, ça unit tout ça, oui. C'est la vie qui prend corps aussi. Absolument. Ouais.
La parole, c'est les mots qui prennent corps dans le souffle. On pourrait formuler une phrase de ce type-là. Ouais. Enfin, j'ai peur de vous paraître un peu intello, mais... non, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être plus pratiques, hein. Vous pouvez aussi rester très terre à terre. Oui, sur comment ça a fini ou comment je sais pas. Vous êtes là. Oui, ça a bien fini quand même. J'ai refait une chute l'an dernier. Ça, vous n'en avez pas parlé dans le livre. Non, c'est la deuxième fois en fait. Oui. Une petite. C'est pas mal quand même. Ah ouais, alors racontez-nous. C'est en face nord du Pelvoux, dans un couloir. Après 6 mois de confinement, pas de montagne, énormément de travail tous les week-ends, etc. Donc une envie de montagne avec des dents qui rayent le parquet. Comme beaucoup. Mais une très très grosse fatigue que je voyais pas. Et donc on se retrouve près de Madame Carme avec un ami, donc on veut faire une voie dans une face nord qui s'appelle Aurore Nucléaire. Il a neigé, on redescend, on fait notre voie au-dessus du près de Madame Carme, puis le lendemain on se dit tiens, on va faire un couloir du Pelvoux, donc on fait cette voie jusqu'à moitié, donc on passe toute la partie, donc je suis en tête, toute la partie glaciaire, tout est nickel, ça roule, on avance super bien, super vite. Le dernier pas, au moment où on passe de un endroit qui est à 70 degrés en glace à la neige, où c'est après un névé, je plante mon piolet dans la neige, et puis l'autre dans la glace, et puis c'est le dernier pas, vraiment, il n'y a plus qu'à tirer, et donc je tire dans la neige, le piolet rip, celui qui est dans la glace saute, et par vraiment manque de concentration. Alors c'est pour vous dire quand je vous dis le loser, mais le loser. Et donc je chute en arrière de 2 mètres, je rebondis, je rechute de 7 mètres plus bas, donc sur un endroit qui est un peu incliné, donc en glace. Donc j'avais mis une broche quand même 3 mètres en dessous de moi. Qui a tenu. Et j'étais encordé. Il y avait un baudrier. Voilà, alors simplement comme c'était plus facile, mon second, lui il avait monté 10 mètres de plus en laissant 10 mètres de mou. Et donc j'ai fait une chute de 20 mètres. Et je suis arrivé pile poil à son niveau. Et donc j'ai pas eu peur, j'ai été même pas mal. Vraiment dans l'impression d'être une lessiveuse, d'encaisser les coups. Et puis quand ça s'est arrêté, j'ai vu que j'avais mal à l'épaule, je me suis dit tu t'es fait la clavicule. Donc ça, on sait rapidement si on se fait la clavicule ou pas. Donc je fais ça, blink, ça faisait clac. Je me suis dit, t'es fait la clavicule. Je me mets debout sur mes crampons. Je me dis, t'es un peu mal à la cuisse. Puis mal au dos. Puis donc face nord, le téléphone il passe pas. Je dis à mon collègue, on sort, on finit les 500 derniers mètres. Et donc on a fini le couloir, les 500 derniers mètres. Puis en haut, il fallait redescendre sur le refuge, et puis incapable d'avancer. Autant pour monter ça allait bien, et incapable. Donc on appelle les secours, et les secours viennent 1h30 après, donc on était au soleil, pas de souci. Et donc le bilan, c'est clavicule cassée, c'est lombaire cassé. Lombaire cassé et tassé, donc elle s'était tassée dedans. Et puis un tendon abîmé. Mais voilà. Et pas de petite voix là Pas de petite voix, mais. Non. Mais c'est. Pas eu le temps. Non, pas eu le temps. Et puis, c'est étrange, mais pas de peur non plus. Ouais. Pas peur. Pas peur. Pas de surprise. C'est vraiment. Alors, s'ils avaient continué, sans doute qu'il y aurait eu de la peur, mais en étant stoppé, et puis en sortant après. Voilà, c'était pénible, parce qu'on a son sac d'énergie, quand on se casse la gueule comme ça, qui est vidé. Hein. Mais après, ça a bien déroulé. L'ami est parti en tête. 500 mètres en 4 heures, mais voilà. Moi, 2, ça change tout, quand même. Ah oui, ça c'est. Voilà, donc c'est une petite. C'est rechute. Bon, ce sera la dernière. Hein. Ouais, c'est ce que m'ont dit mes parents. Bah oui, quand même. Pas d'autres questions? Non? Eh bien, je vous le laisse pour une dédicace alors. Pour ceux qui le souhaitent. Pour ceux qui souhaitent faire dédicacer leur livre.
Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous d'avoir pris ce temps. Ouais. Voilà. Et puis merci d'être venu. Puis enfin, on vous connaît parce qu'on se croisait, on se parlait juste par téléphone, par mail. Par téléphone ou on s'était vu par. En tout cas, moi je vous avais vu sur YouTube. Super. Super. Vous allez continuer à écrire peut-être, non Mais il se vend. Je sais pas. Oui, mais là c'est un début. Oui. C'est rigolo parce qu'il se trouve dans 2 librairies dans lesquelles je vais à Dijon. Alors, des fois, je regarde si la pile descend. J'ai vu qu'à la Fnac, il n'y était plus, qu'à la librairie Granger, il n'y avait plus que la moitié de la pile. Alors je me dis, oui, il doit. Oui, j'ai vraiment envie, mais après, entre une envie et puis. Le sujet. Des sujets, j'en ai, j'ai plein de choses en tête. Alors, ce qui m'a passionné aussi, vous le voyez peut-être pas dans ce livre, derrière, de manière un peu invisible mais très présente, il y a Isabelle, mon épouse. Ouais. Et donc vous ne connaissez pas Isabelle, mais c'est elle qui m'a accompagné pendant tous ces moments, qui a porté. Puis, vous le dites bien d'ailleurs, quand elle arrive, vous relâchez et c'est elle qui gère. C'est elle qui gère. Elle a un bébé d'1 mois, mais elle va gérer. 2 mois, oui. Ouais, ça c'est pas très sympa. Elle fait de la montagne aussi, Isabelle ? Alors elle est marnaise et elle s'est mise à la montagne quand on a vécu ensemble et puis quand on s'est mariés. Notre voyage de noces, on l'a passé dans les Dolomites et puis dans le Verdon. Ah oui. Et donc elle a une grande résistance. Elle passerait pas en tête, mais elle. Et puis il y a un épisode dedans où on décide de ne plus grimper ensemble. Donc vous verrez si vous le lisez, mais on décide à un moment de ne plus grimper ensemble parce qu'on vit un truc qui peut être un peu limite. Et à ce moment-là, on dit que quand même, il y a des enfants en jeu. Ouais. On avait fait une fois, on avait un bébé de. Elle était bébé, mais c'était dans Lausanne justement. Et alors, qu'est-ce qui vous était arrivé ? Non, il n'y a rien arrivé de grave, mais c'était avec le CPA et on avait dit au guide, on ne veut surtout pas être sur la même corde parce que c'était par le couloir, c'était au lieu Bernet, par le couloir de glace. Et là, c'est clair qu'on était assez inexpérimentés, donc on s'est dit de toute façon, même sur la même corde, s'il y en a plus tard. Mais le guide nous a laissé sur la même corde. Et il n'y avait qu'un guide et puis où il y en avait plusieurs. On avait un guide pour en fait il y avait 2 cordées, on était. Ah oui, il y avait possibilité quand même. Oui, mais il était sûr de lui. Il était sûr de nous. Parce que nous on n'était pas sur sa corde quand on voyait. Oui, il était sûr de nous, mais bon, on ne pouvait pas être sûr. Oui, mais c'est vrai que la question de prise de risque, quand même, c'est. Moi, j'ai des questions qui m'ont été posées, c'est plus des questions au niveau de la prise de risque, l'espèce d'injustice, mais je la ressens profondément, de gens qui font pas d'erreur et puis qui se prennent une pierre. Voilà. Ah oui, ça c'est. Et il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur et puis disparaissent. Et puis, j'allais dire, des gens comme moi qui font une erreur massive et puis qui en même temps c'est profond. Enfin, je sais même pas si on peut. Je pense qu'on ne peut pas raisonner en termes de justice et d'injustice. De toute manière, la perte d'un être cher est injuste. Fondamentalement, c'est injuste. Voilà, d'une manière ou d'une autre. Et quel que soit l'événement. Et voilà, il y a. La montagne est dangereuse, on prend des risques et. Tout est dangereux, la vie en Allemagne. Oui, être en vie, c'est pour un risque. De toute façon, on va mourir. Oui, et puis rester chez soi, on ne vit pas. Si c'est mourir à 80 ans avec des toiles d'araignée au bras, c'est pas la peine. Et c'est quelque chose que mon épouse, elle comprend tout à fait. Et vos enfants aussi, c'est rigolo, mais parce qu'ils grimpent. Mes enfants, je les ai jamais forcés en rien du tout. J'en ai 4 et qui ont entre 30 et 24 ans maintenant. Et donc ils font tous du ski de randonnée. Ils font de temps en temps de la haute montagne, etc. Un peu d'escalade, assez peu d'alpinisme. Et puis c'est maintenant où ils s'y remettent d'eux-mêmes à s'inscrire dans les stages d'alpinisme pour en faire. Enfin, 2 de mes filles font ça.
Mon fils, lui, en fait beaucoup plus. Oui, ils sont rigolos. Voilà, tous s'en font, quoi. C'est bien. Mais quand ils sont petits, justement, les enfants, est-ce qu'on se met pas quelques barrières par rapport à l'engagement et le danger en disant, oui. En fait, en tout cas, moi, je m'en suis mis. Hein. J'ai pas voulu les. Mettre en danger ses enfants ou non, surtout pas. Hein. J'aurais pas. Ou pas prendre des risques pour soi-même. Démesurés par rapport à eux. Oui, exactement. Ouais. Si je prends trop de risques, je laisse orphelin. Oui, exactement. Je sais que moi, ça m'a traversé l'esprit. Il y a beaucoup d'alpinistes qui ne veulent pas avoir d'enfants. Hein. Absolument, pour faire porter un fardeau à ceux qui n'auraient pas choisi de le prendre. Il y a d'autres témoignages, non? Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de l'invitation. Peut-être au prochain livre. Oui, au prochain, on espère bien. Si vous êtes par là, et moi aussi.